Nous sommes en guerre, pas pour des territoires, pas pour du pétrole. Le champ de bataille, c'est votre cortex préfrontal. Et le butin, c'est votre attention. On nous a vendu la technologie comme une extension de notre intelligence. On nous a dit que l'accès illimité à l'information créerait une génération de génies. C'est l'inverse qui s'est produit. Nous sommes devenus des géants aux pieds d'argile, gravés des données, mais incapables de penser plus de 3 minutes sans interruption. Si vous avez l'impression que votre cerveau est brumeux, que votre concentration s'effrite, que vous ne finissez plus ce que vous commencez, ce n'est pas votre faute, c'est le design du monde moderne. Bienvenue sur l'Abgest. Dans cette vidéo, nous n'allons pas apprendre, nous allons nous reconstruire. Nous allons puiser dans les ressources les plus puissantes. D'école Newport à Maïhali pour transformer votre cerveau dispersé en un laser de haute précision. Commençons par la ressource la plus rare du XXIe siècle. Imaginez que vous arrivez à la banque et que votre compte soit vide. Non pas d'argent, mais de temps de cerveau disponible. Cole Newport, dans son ouvrage fondateur Deep Work, pose un diagnostic terrifiant. La capacité à effectuer un travail profond est en train de devenir extrêmement rare, exactement au moment où elle devient extrêmement précieuse dans notre économie. C'est la loi de l'offre et de la demande appliquée à vos neurones. La majorité du monde vit dans le shallow work, le travail superficiel. Et répondre aux emails, scroller, gérer l'urgence, faire du multitâche. C'est facile, c'est confortable et ça ne produit aucune valeur. Le deep work, c'est l'activité professionnelle dans un état de concentration sans distraction qui pousse vos capacités cognitives à leurs limites. C'est là et seulement là que vous apprenez des choses difficiles. C'est là que vous créez ce qui est unique. Mais pourquoi est-ce si dur? Parce que votre cerveau a été conditionné à la récompense immédiate. Chaque notification est une dose de dopamine. Le travail profond, lui, est aride au début. Il demande une résistance. Newport nous apprend que la concentration n'est pas une habitude, c'est un muscle. Et pour la plupart d'entre nous, ce muscle est atrophié. Alors, voici votre premier choix stratégique. Vous pouvez continuer à surfer sur la vague de la distraction, être réactif, être occupé. Vous aurez l'impression de travailler, mais vous ne ferez que braser de l'air. Ou bien, vous pouvez décider de devenir un artisan de la concentration, de vous isoler pour produire, de cultiver cette concentration de fer. Dans un monde de distrait, celui qui sait se concentrer pendant 4 heures d'affilée n'a pas juste un avantage, il est dans une autre catégorie. Il est un prédateur au milieu des proies. Aujourd'hui, nous allons voir comment bâtir les murs de votre forteresse mentale. Mais avant de construire, il faut nettoyer. Commençons par une vérité humiliante. Dans les années 50, le psychologue Skinner a enfermé des pigeons dans une boîte. S'il appuyait sur un levier, une graine tombait. Si la graine tombait à chaque fois, le pigeon s'ennuyait vite. Mais si la graine tombait de manière aléatoire, parfois oui, parfois non, le pigeon devenait fou. Il appuie sur le levier frénétiquement et jusqu'à l'épuisement total. Regardez-vous, quand vous déverrouillez votre téléphone, vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Un message de votre crush, une info urgente, un like sur votre photo ou rien. C'est cette incertitude qui vous rend accro. C'est le principe exact des machines à sous de Las Vegas. Les ingénieurs de la Silicon Valley n'ont pas inventé l'addiction, ils l'ont industrialisée. Ils ont transformé votre poche en casino. Et le pire, vous pensez avoir le choix. Vous vous dites, je vais juste vérifier l'heure. Résultat, 20 minutes plus tard, vous êtes en train de regarder une vidéo d'un homme qui rénove votre esprit pour penser autrement. Vous n'avez pas manqué de volonté, vous avez juste perdu contre une armée de doctorants en neurosciences payés pour pirater votre système de récompense. James Clear, dans Atomic Habits, détruit un mythe ténace. Les gens disciplinés n'ont pas plus de volonté que vous. Ils ont juste un meilleur environnement. Comptez sur votre volonté pour ne pas regarder votre téléphone quand il est posé sur votre bureau. C'est comme essayer de faire un régime en travaillant dans une boulangerie. C'est possible, mais ça consomme toute votre énergie mentale. À chaque fois que votre téléphone vibre, ou même que vous imaginez qu'il vibre, ce fameux syndrome de la vibration fantôme
qui touche 90% des utilisateurs, votre cerveau doit faire un effort conscient pour l'ignorer. C'est une fuite d'énergie cognitive massive. Vous essayez d'écrire une thèse ou de coder une app, mais en arrière-plan, votre cerveau est en train de lutter contre un biscuit numérique. La bonne nouvelle, votre cerveau est fondamentalement paresseux. Il choisira toujours le chemin de la moindre résistance. Si votre téléphone est à côté de votre main, vous le prendrez. S'il est dans une pièce éteinte au fond d'un tiroir, vous aurez la flemme d'aller le chercher. C'est aussi bête que ça. L'auteur Shawn Ashore appelle ça la règle de 20 secondes. Si vous augmentez la difficulté d'accès à une distraction de seulement 20 secondes, votre cerveau abandonne l'idée. Utilisez votre paresse contre votre addiction. Assez de théorie, passons à la chirurgie. Si vous voulez récupérer votre cerveau pour le développement cognitif, vous devez rendre votre téléphone aussi existant qu'une calculatrice soviétique. Voici le protocole en 3 étapes, inspiré par les minimalistes digitaux. Première étape, le mode nuance de gris. Allez dans vos paramètres d'accessibilité, passez votre écran en noir et blanc, sans les couleurs vives ou rouge et bleu qui stimulent votre rétine. Instagram ressemble soudainement à un documentaire dépressif sur la guerre froide. Votre envie de scroller va chuter de 50% instantanément. Deuxième étape, la purge des notifications. Gardez les appels et les SMS pour les vraies urgences. Coupez tous les restes. Si c'est important, on vous appellera. Personne n'est jamais mort parce qu'il a raté une notification LinkedIn sur une promotion. Et enfin, troisième étape, la station d'accueil. Définissez un lieu physique pour votre téléphone quand vous rentrez chez vous. L'entrée, la cuisine, il ne rentre jamais dans la chambre et surtout pas dans l'espace de travail. Et jamais. Cessez d'être le pigeon et devenez l'architecte de votre propre cage. Maintenant que nous avons sécurisé les périmètres et éliminé l'ennemi, nous pouvons commencer la construction. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment structurer l'information pour qu'elle ne ressorte jamais de votre tête. Nous connaissons tous un Moussa. Moussa est un étudiant modèle. Il passe 8 heures par jour à la bibliothèque. Il a 4 surligneurs différents. Jaune pour les dates, vert pour les définitions, rose pour les titres et bleu pour tout et n'importe quoi. À la fin de la journée, le livre de Moussa ressemble à un arc-en-ciel radioactif. Moussa rentre chez lui, épuisé mais satisfait. Il se dit « j'ai bien bossé ». Eh bien, Moussa a tort. Moussa n'a rien appris. Moussa a fait du coloriage pour adultes. La science, elle est formelle, notamment l'étude massive de Dinolski en 2013. La relecture et le surlignage sont les techniques d'apprentissage les plus inefficaces qui existent. Elles ont une utilité proche de zéro. Alors maintenant, pourquoi fait-on ça? Pourquoi optons-nous pour ce genre de techniques? Tout simplement parce que c'est agréable. Quand vous réalisez votre cours pour la 3e fois, votre cerveau dit « Ah oui, je reconnais ça, je connais ça, donc c'est facile ». C'est ce que les psychologues appellent l'illusion de la fluidité. Vous confondez la familiarité visuelle avec la maîtrise intellectuelle. C'est le piège mortel. Reconnaître une information quand elle est sous vos yeux, c'est comme regarder Usain Bolt courir à la télé et se dire « Ouais, la technique est bonne, je pense que je peux le faire ». Non, vous ne pouvez pas. Vous êtes assis dans votre canapé avec des chips. Vous êtes un spectateur, pas athlète, du moins pas encore. Prenons Fatmata. Fatmata lit son cours 12 fois. Elle le connaît par cœur. Elle arrive à l'examen, confiante, elle s'assoit, elle retourne sa feuille. Le sujet, synthétiser les causes économiques de la chute de l'Empire du Mali. Et là, le vide intersidéral, le néant. Fatmata panique, elle se dit, mais je le savais hier soir. Non, Fatmata, tu savais lire, tu ne savais pas à récupérer. L'information était entrée, mais tu n'as jamais construit le chemin pour la faire sortir. Ton cerveau est une bibliothèque où tous les livres sont jetés en tas par terre. L'info est là, mais impossible de mettre la main dessus quand le chrono tourne. Si l'apprentissage est facile, c'est que vous n'apprenez pas. Et retenez cette phrase, gravez-la. Pour apprendre, il faut souffrir un peu. Il faut utiliser ce qu'on appelle l'active recall, le rappel actif. C'est très simple et très désagréable. Premièrement, vous lisez un paragraphe. Ensuite, vous fermez le livre
Et enfin, vous essayez de l'expliquer à haute voix, avec vos propres mots, sans tricher. C'est là que vous allez bégayer, que vous allez chercher vos mots, que vous allez vous sentir bête. C'est excellent. Ce moment de lutte, c'est le moment précis où vos neurones se connectent physiquement pour créer de la myéline. Vous êtes en train de graver l'information dans les marbres. Oubliez vos fiches de Bristol joliment décorées. Voici votre nouveau protocole. À partir de maintenant, vous ne réalisez plus jamais rien passivement. Vous vous testez. Faites comme Boubacar. Boubacar a l'air de rien faire, mais il utilise des flashcards ou l'appli Anki. D'un côté la question, de l'autre la réponse. Il regarde la question, il se force à répondre. S'il ne sait pas, il ne tourne pas la carte. Il cherche, il creuse, il transpire. C'est brutal, c'est fatigant, mais en 20 minutes, Boubacar applique plus que Moussa en 4 heures de coloriage. L'objectif n'est pas de couvrir le programme, c'est de découvrir ce que vous ne savez pas encore. Arrêtez de vous mentir, fermez les livres et voyez ce qu'il reste vraiment. On va pas se mentir, c'est l'expérience la plus frustrante de votre vie d'étudiant ou de professionnel. Vous passez votre week-end à maîtriser un sujet complexe, la fiscalité des entreprises, le framework React ou la grammaire allemande. Le dimanche soir, vous êtes un dieu, vous savez tout, vous vous sentez invincible. 2 semaines plus tard, c'est le brouillard, il ne reste que des miettes. Vous regardez vos notes comme si c'était écrit en hiéroglyphe par un inconnu. Ce n'est pas parce que vous êtes bête, c'est parce que votre cerveau est un nettoyeur impitoyable. En 1885, un psychologue allemand nommé Hermann Enbidgos a découvert une vérité qui fait mal, la courbe de l'oubli. Sans révision, votre cerveau supprime environ 50 à 80% de ce que vous avez appris en seulement 24 heures. Pourquoi? Eh bien, par souci d'économie d'énergie. Votre cerveau s'est dit, si je n'ai pas eu besoin de cette information pour survivre aujourd'hui, vite à la poubelle. C'est tragique, mais c'est biologique. Si vous luttez contre ça avec de la simple volonté, laissez-moi vous dire que vous avez déjà perdu. C'est ici qu'intervient notre ami Mamadou. On l'aime bien Mamadou. Perso, j'ai rien contre lui. C'est un bosseur. Mais Mamadou est un adepte du binge learning. La veille de l'examen, Mamadou achète 3 canettes de boissons énergisantes. Il s'enferme, il fait une nuit blanche. Il bourre son crâne comme on bourre une valise avant de partir en vacances, en s'asseyant dessus pour que ça se ferme bien. Le lendemain, il recrache tout sur sa copie. Il a 16 sur 20. Bravo Mamadou. Le problème, 3 jours plus tard, si je demande à Mamadou de m'expliquer ce qu'il a écrit, il bégait. Son savoir était stocké dans sa mémoire à court terme, la RAM. Une fois l'examen passé, le cerveau a fait shutdown, tout est effacé. Mamadou a validé son semestre, mais il a perdu son temps. Il construit sa carrière sur du vent. À côté, il y a Aïcha. Aïcha est plus maligne. Elle ne travaille pas plus dur, elle travaille au bon moment. Elle utilise la répétition espacée. C'est une technique utilisée par les polyglottes qui parlent 8 langues et les étudiants en médecine qui doivent retenir 15 000 symptômes. Le principe est simple. Il ne faut pas réviser quand vous connaissez les cours. Il faut réviser au moment exact où vous êtes sur le point de l'oublier. C'est comme un muscle. Si vous soulevez un poids léger, ça ne sert à rien. Il faut soulever le poids quand le muscle est fatigué pour qu'il se renforce. L'algorithme d'Aïcha ressemble à ça. Au premier jour, première révision, 10 minutes grand max. Au 3e jour, 2e rappel, 7e jour, 3e rappel et 21e jour, 4e rappel. À chaque fois qu'elle sauve le souvenir de l'oubli in extremis, son cerveau les marque comme vital. Il les déplace de la RAM vers le disque dur, la mémoire à long terme. Vous allez me dire, mais je ne dois pas tenir un agenda Excel pour chaque concept que j'apprends. Bien sûr que non, nous sommes au 21e siècle. On a des outils pour ça. C'est là que la technologie devient utile. Des applications comme Anki ou Remnote gèrent cet agenda pour vous. Vous ne décidez pas quoi réviser. L'algorithme décide. Le matin, vous ouvrez l'appli. Elle vous dit, aujourd'hui, tu dois revoir ces 12 concepts parce que statistiquement, tu vas les oublier demain. Vous les faites, ça prend 15 minutes, c'est fini. C'est la différence entre arroser un jardin avec un seau d'eau une fois par mois, ça inonde tout, puis ça meurt de soif.
et utilisez un système de goutte à goutte intelligent. Aïcha ne fait jamais de nuit blanche. Elle dort ses 8 heures. Mais dans 6 mois, elle se souviendra encore de chaque détail, alors que Mamadou devra tout recommencer à zéro. Apprendre sans répétition espacée, c'est comme remplir une baignoire sans mettre le bouchon. Vous pouvez ouvrir le robinet à fond, vous n'aurez jamais de bain chaud. Si vous voulez devenir un athlète cognitif, arrêtez de voir l'apprentissage comme une corvée ponctuelle. Voyez-le comme de la construction. Chaque session de révision espacée est une brique de ciment que vous posez. Une fois sèche, elle est là pour la vie. La question n'est pas combien d'heures j'ai travaillé, la question est combien d'heures j'ai sauvegardé. Maintenant que votre mémoire est blindée, il va falloir apprendre à structurer cette masse d'informations. Car une bibliothèque sans étagère, c'est juste un tas de papier. Il existe une différence fondamentale entre savoir le nom de quelque chose et savoir ce qu'est cette chose. La majorité des étudiants confondent ces deux états. Ils accumulent des définitions, des formules et des dates comme on accumule des objets dans un sac. C'est ce qu'on appelle la connaissance déclarative. Le problème de cette approche est sa fragilité structurelle. Si vous changez une seule variable du problème, si vous modifiez le contexte, l'apprenant superficiel s'effondre. Il est perdu car il a mémorisé une solution spécifique au lieu de comprendre le mécanisme sous-jacent. C'est la différence entre un cuisinier qui suit aveuglément une recette et un chimiste qui comprend les réactions moléculaires entre les ingrédients. Le premier est esclave de ses instructions, le second est maître de la matière. Pour construire une connaissance incassable, il faut inverser les processus d'apprentissage traditionnels. Elon Musk et avant lui les grands physiciens utilisent une méthode cognitive précise, l'arbre sémantique. Imaginez le savoir comme un arbre. La plupart des gens essayent d'accrocher les feuilles, les détails, les nuances, les techniques avancées avant même d'avoir un tronc. C'est une aberration physique. Sans tronc solide, les feuilles n'ont rien pour les soutenir. Elles tombent. Avant de vous lancer dans les détails d'un sujet, vous devez impérativement en identifier les principes fondamentaux. Les troncs et les grosses branches. Vous ne devez pas apprendre la formule économique, vous devez comprendre la force qui la régit. Vous ne devez pas apprendre la syntaxe d'un code, vous devez comprendre la logique binaire qui l'anime. Cette approche nous mène au concept le plus puissant de la pensée critique, le raisonnement par premier principe. C'est une méthode de physique appliquée à la pensée. Elle consiste à ne jamais accepter une vérité par analogie. On fait ça parce que les autres font ça. Au contraire, vous devez bouillir chaque problème jusqu'à sa vérité fondamentale, celle qui est incontestable physiquement. Si vous étudiez un système complexe, ne regardez pas comment il fonctionne aujourd'hui. Demandez-vous, de quoi est-il composé à sa base? Quelles sont les règles immuables qui le gouvernent? Une fois que vous avez réduit un sujet à ses atomes logiques, vous pouvez le reconstruire vous-même. Et c'est dans cette reconstruction que la véritable compréhension émerge. Celui qui raisonne par analogie ne peut que copier ou améliorer légèrement l'existant. Celui qui raisonne par premier principe peut innover radicalement, car il voit les briques élémentaires que les autres ignorent. Comment savoir si vous avez atteint ce niveau de compréhension fondamentale? Il existe un test infaillible. Le physicien Richard Feynman affirmait que si vous ne pouvez pas expliquer un concept complexe en termes simples à un niveau compréhensible par un enfant, c'est que vous ne le maîtrisez pas. L'utilisation des jargons, de mots compliqués et de phrases alambiquées n'est pas une preuve d'intelligence. C'est souvent un écran de fumée pour masquer une compréhension floue. La véritable maîtrise est la capacité à simplifier sans perdre le sens. C'est la capacité à voir l'essence du problème à travers le bruit. Lorsque vous apprenez, forcez-vous à traduire le jargon académique en langage courant. Créez des analogies. Si vous bloquez, c'est que le tronc sémantique a une faille. Retournez aux bases. L'objectif final de cette architecture n'est pas seulement de comprendre un sujet, mais de pouvoir transférer cette compréhension. C'est ce que Charlie Munger appelle les modèles mentaux. Une fois que vous avez compris un principe fondamental en biologie, comme l'évolution par sélection naturelle,
Vous pouvez l'appliquer à l'économie, la concurrence des entreprises ou à la technologie, l'itération des logiciels. Vous ne compartimentez plus votre savoir. Vous construisez un réseau de principes interconnectés. C'est ainsi que l'on passe de l'érudition à la sagesse. L'érudit connaît beaucoup de faits isolés. L'architecte du sens voit la matrice qui les relie tous. Nous allons voir comment mettre ce moteur intellectuel en mouvement pour entrer dans l'état de performance ultime, dénommé le flow. Il existe un état de conscience où le temps cesse d'exister, où l'ego se dissout, où l'action et la conscience fusionnent totalement. Les athlètes l'appellent la zone. Les musiciens parlent de le sentir. Les psychologues, depuis les travaux de Mihaly, le nomment le flow. Ce n'est pas une transe mystique, c'est un état neurobiologique précis, mesurable et reproductible. C'est le mode supercalculateur du cerveau humain. Dans cet état, votre cerveau traite l'information à une vitesse que la conscience normale ne peut pas suivre. La prise de décision devient intuitive, immédiate. La fatigue disparaît. Mais le plus fascinant, c'est ce qui se passe physiologiquement. Pour atteindre cette hyper-performance, votre cerveau ne s'allume pas davantage. Au contraire, il s'éteint partiellement. La science appelle cela l'hypofrontalité transitoire. Le cortex préfrontal est le siège de votre personnalité, de votre notion du temps et surtout de votre critique intérieure. C'est cette petite voix qui doute, qui analyse, qui hésite. En état de flow, cette zone se désactive temporairement. Le manager quitte le bureau pour laisser les techniciens travailler. C'est pour cela que vous perdez la notion de vous-même. Vous ne faites plus l'action, vous êtes l'action. Sans cette voix critique pour interférer, la créativité devient pure, sans filtre. La peur de l'échec s'évapore car il n'y a plus personne pour juger. C'est l'état cognitif le plus addictif et le plus productif qu'un être humain puisse expérimenter. 1 heure de flow vaut 10 heures de travail laborieux. Mais le flow n'est pas un accident, c'est une équation. Pour y entrer, il faut respecter une condition stricte, l'équilibre parfait entre les défis et la compétence. Si la tâche est trop facile par rapport à votre niveau, vous tombez dans l'ennui, votre esprit vagabonde. Si la tâche est trop difficile, vous basculez dans l'anxiété, le stress bloque vos capacités. Le flow se trouve exactement sur la ligne de crête entre ces deux abîmes. Il exige que vous soyez poussé à la limite absolue de vos capacités actuelles sans jamais la dépasser. C'est la règle des 4%. Selon certaines recherches sur la performance, le défi doit dépasser votre niveau actuel d'environ 4%. C'est inconfortable, c'est risqué, mais c'est précisément cette tension qui force votre cerveau à mobiliser 100% de son attention pour ne pas tomber. Le flow ne se produit pas quand on se détend, il se produit quand on se dépasse. Nous confondons souvent les repos et les bonheurs. Et regarder une série, scroller sur un écran, c'est du plaisir passif. C'est agréable, mais ça ne remplit pas, ça vide. L'entropie psychique, le désordre mental reprennent leur droit dès que l'écran s'éteint. Le flow, lui, est un bonheur actif. C'est un effort intense qui génère de l'énergie au lieu d'en consommer. C'est une expérience autotélique. L'activité se suffit à elle-même. On ne code pas pour finir le projet, on code pour l'acte de coder. On ne joue pas pour gagner, on joue pour jouer. C'est dans cet engagement total que l'être humain se sent le plus vivant. La passivité est l'ennemi du sens. Attention toutefois, on ne claque pas des doigts pour entrer dans le flow. Il y a toujours une barrière à l'entrée. La phase d'élite, les 15 ou 20 premières minutes sont souvent pénibles. Le cerveau résiste. Il cherche des distractions. Il veut économiser son énergie. La plupart des gens abandonnent ici. Ils croient qu'ils ne sont pas inspirés. L'erreur est là. L'inspiration n'est pas un prérequis au flow. C'est une conséquence. Il faut traverser cette zone de friction, forcer le démarrage du moteur pour que la machine s'emballe. Accepter l'inconfort du début, c'est le ticket d'entrée pour l'excellence. Une fois la vitesse de croisière atteinte, la friction disparaît. Mais rappelez-vous, tout système qui produit une telle énergie a besoin d'un temps de refroidissement. Le flow a un coût biologique.
Il existe une croyance populaire aussi fausse que dangereuse, selon laquelle le sommeil serait un état d'inactivité, une sorte de mise en veille du système pour économiser de l'énergie. C'est une erreur fondamentale. Biologiquement, votre cerveau est parfois plus actif pendant que vous dormez que lorsque vous êtes éveillé. La nuit n'est pas une pause, c'est un changement d'équipe. C'est le moment où les architectes de la mémoire prennent les relais des ouvriers de l'attention. Si vous sacrifiez votre sommeil pour travailler une heure de plus, vous ne gagnez pas en productivité. Vous commettez un sabotage cognitif. Vous effacez littéralement le travail de la journée. L'une des découvertes les plus révolutionnaires des neurosciences modernes, mise en lumière en 2012, est le système glymphatique. Pendant la journée, l'activité neuronale intense produit des déchets métaboliques. Des toxines comme la protéine bêta-amyloïde s'accumulent entre vos cellules. C'est ce qui crée cette sensation de brouillard mental, de saturation cognitive après une longue journée d'études. La nuit, un phénomène stupéfiant se produit. Vos cellules gliales rétrécissent littéralement de 60%. Cela ouvre des canaux permettant au liquide céphalo-rachidien de s'engouffrer dans votre cerveau à haute pression pour laver ces toxines. C'est un nettoyage au crachet biologique. Sans ce processus, qui ne peut se produire que pendant le sommeil profond, votre cerveau s'intoxique, votre capacité de jugement, votre humeur et votre concentration s'effondrent. Un cerveau privé de sommeil est un cerveau chimiquement sale. Mais le nettoyage n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié, c'est la construction. C'est le Matthew Walker, professeur de neurosciences à Berkeley, qui explique le mieux. Vous n'apprenez pas pendant que vous étudiez, vous apprenez pendant que vous dormez. Durant la journée, les informations sont stockées dans l'hippocampe. C'est une zone de stockage temporaire, fragile, à capacité limitée. Une sorte de clé USB mentale. Pendant le sommeil, le cerveau lance le transfert des fichiers. Des zones cérébrales spécifiques, les fuseaux du sommeil, le sleep spindle, déplacent ces informations de l'hippocampe vers le neurocortex, le disque dur à long terme où la capacité est quasi illimitée. Si vous dormez 6 heures au lieu de 8 heures, vous ne perdez pas juste du repos. Vous interrompez ce transfert des données. Le fichier est corrompu, l'apprentissage de la veille est perdu. Enfin, il y a le sommeil paradoxal ou REM, Rapid Eye Movement. C'est le stade des rêves. C'est ici que votre cerveau fait de l'alchimie. Il prend les informations que vous avez apprises la veille et tente de les connecter avec tout ce que vous savez déjà. Il teste des associations bizarres, illogiques, audacieuses. Il mélange des concepts distants. C'est pour cela que l'on dit que la nuit porte conseil. Ce n'est pas un dicton, c'est un fait biologique. Votre cerveau résout des problèmes complexes en arrière-plan pendant que vous rêvez. C'est souvent au réveil que la solution évidente apparaît. Ce n'est pas de la magie, c'est le résultat de plusieurs heures de calculs associatifs intenses, effectués par votre inconscient. Le sommeil n'est pas une variable d'ajustement, c'est le socle de toute performance cognitive. Pour l'athlète cognitif, le sommeil est une discipline au même titre que l'entraînement. Cela signifie régularité absolue des heures de coucher et de lever, obscurité totale, température fraîche, idéalement. Considérez votre oreiller comme votre outil de travail le plus précieux. C'est là que la connaissance se cristallise. C'est là que le génie se construit nuit après nuit, dans le silence de l'obscurité. Une fois le cerveau nettoyé et les données sauvegardées, nous sommes prêts pour l'étape suivante, l'organisation de ces données dans un système externe fiable. Votre cerveau possède une faille de conception majeure. Il est exceptionnel pour générer des idées, résoudre des problèmes et percevoir des motifs. Mais il est terriblement médiocre pour stocker des informations temporaires. En 1956, le psychologue George Miller a théorisé le nombre magique 7. Notre mémoire de travail, la RAM de notre cerveau, ne peut manipuler qu'environ 7 éléments d'information à la fois, plus ou moins 2. Dès que vous essayez de retenir une 8e tâche, une idée de projet ou une liste de courses, vous saturez votre mémoire vive. Le résultat, la surcharge cognitive.
votre capacité de traitement ralentit, votre stress augmente, vous avez l'impression de jongler mentalement en permanence avec la peur constante de faire tomber une balle. Cette tension mentale porte un nom scientifique, l'effet Zeigarnik. La psychologue Bluma Zeigarnik a démontré que le cerveau humain retient beaucoup mieux les tâches inachevées que les tâches terminées. Tant qu'une idée ou une obligation n'est pas traitée ou notée quelque part dessus, votre cerveau ouvre une boucle ouverte. Il garde un processus actif en arrière-plan pour ne pas oublier. Imaginez votre ordinateur avec 50 fenêtres ouvertes en même temps, le ventilateur tourne à fond, la batterie chauffe et tout le système ralentit. C'est exactement ce qui arrive à votre esprit quand vous essayez de tout garder dans votre tête. Vous n'êtes pas fatigué par le travail, vous êtes épuisé par l'effort de ne pas oublier ce que vous devez faire. La solution est radicale mais biologique, dénommée la décharge cognitive. David Allen, l'auteur de la méthode GTD, a résumé ces principes en une phrase devenue célèbre. Et je cite: « Votre esprit est fait pour avoir des idées, pas pour les stocker. Pour retrouver votre puissance intellectuelle, vous devez externaliser le stockage. Vous devez bâtir un système externe, un second cerveau numérique, auquel vous faites une confiance absolue. Dès qu'une idée, une tâche ou une information se présente, elle doit quitter votre cerveau biologique pour entrer dans votre système numérique immédiatement. C'est ce qu'on appelle la capture. À l'instant où votre cerveau sait que l'information est sécurisée ailleurs, il ferme la boucle de Zeigarnik. Il relâche la tension, la mémoire vive se vide, le calme revient. Mais attention, un second cerveau n'est pas un cimetière d'idées. Ce n'est pas une archive poussiéreuse, c'est un atelier. Le sociologue Niklas Luhmann, l'un des chercheurs les plus prolifiques du XXe siècle, avec 70 livres et 400 articles à son compte, utilisait la méthode de la boîte à fiches. Il ne classait pas ses notes par catégorie rigide, il les connectait entre elles, comme des neurones. Dans votre second cerveau moderne, que ce soit sur Obsidian, Notion ou RAM, l'objectif n'est pas de copier-coller des textes, c'est de créer des liens. Une note sur une architecture romaine doit être liée à une note sur la politique moderne qui est liée à une note sur la psychologie des foules. C'est à l'intersection de ces notes, dans les liens inattendus entre deux idées stockées à 6 mois d'intervalle, que naît la créativité. Avec le temps, ce système devient plus qu'un outil, il devient un partenaire intellectuel. Quand vous devez écrire, crier ou décider, vous ne partez plus jamais d'une page blanche. Vous ouvrez votre second cerveau et vous voyez ce que vous avez déjà pensé, lu et compris sur le sujet. Vous ne partez plus de zéro, vous partez de l'abondance. C'est l'investissement ultime, le savoir composé. Chaque note que vous prenez aujourd'hui est un cadeau que vous envoyez à votre futur vous. Une fois que l'esprit est libéré du stockage, il peut enfin se consacrer à sa véritable fonction noble, la synthèse. Il existe un mythe rassurant que nous aimons nous raconter. Avec le temps, on devient nécessairement meilleur. L'expérience serait synonyme d'expertise. Eh bien, c'est faux. Prenez la conduite automobile. Vous conduisez probablement depuis des années. Êtes-vous meilleur conducteur qu'aujourd'hui, qu'il y a 5 ans? Probablement pas. Vous êtes plus confiant, oui, mais votre technique pure, vos réflexes, votre précision ne se sont pas améliorés. Ils ont plafonné. Les recherches d'Anders Ericsson, le psychologue qui a étudié les experts mondiaux pendant 30 ans, montrent que dès que nous atteignons un niveau suffisant pour effectuer une tâche sans effort, notre cerveau passe en pilote automatique. Il cesse d'apprendre, il fige les compétences. C'est le plateau de l'automatisation. Pour la majorité des gens, leurs évolutions professionnelles s'arrêtent 6 mois après avoir pris leur poste. Ensuite, ils ne font que répéter ce qu'ils savent déjà faire. Ils n'ont pas 10 ans d'expérience, ils ont 1 année d'expérience répétée 10 fois. Pour briser ces plateaux et rejoindre l'élite cognitive, il ne faut pas pratiquer plus, il faut pratiquer différemment. C'est ce qu'on appelle la pratique délibérée.
Contrairement à la pratique naïve qui consiste à répéter ce qu'on sait faire, la pratique délibérée consiste à cibler spécifiquement ce que l'on ne sait pas encore faire. C'est une activité hautement structurée, souvent solitaire, je vous l'avoue, et il faut le dire, intrinsèquement désagréable. Un pianiste amateur joue le morceau en entier, s'arrête quand il fait une erreur et reprend. Il prend du plaisir. Un pianiste virtuose ne joue pas le morceau. Il isole la seule mesure qui lui pose problème. Il la joue 300 fois en variant les rythmes jusqu'à ce que l'erreur soit techniquement impossible. Il ne cherche pas le plaisir, il cherche la faille. La composante non négociable de cette méthode est le feedback immédiat. Sans retour d'information, il n'y a pas d'apprentissage. Vous ne faites que renforcer vos mauvaises habitudes. C'est comme tirer à la carabine dans le noir complet. Vous pouvez tirer 1000 balles. Si vous ne voyez pas où elles atterrissent, vous ne corrigez jamais votre visée. Dans le monde cognitif, cela signifie refuser l'illusion de la compétence solitaire. Vous écrivez du code, votre feedback est le compilateur ou le revue de code par un senior ou même une IA. Vous apprenez une langue, votre feedback est l'incompréhension de votre interlocuteur. Vous rédigez, votre feedback est la critique impitoyable d'un éditeur. L'athlète cognitif recherche activement la critique, car il sait que c'est la seule donnée qui lui permet de calibrer son cerveau. L'erreur n'est pas un échec, c'est une donnée de calibration. Que se passe-t-il physiquement quand vous pratiquez ainsi, à la limite de vos capacités? Vous hackez votre propre biologie, vous produisez de la myéline. La myéline, pour info, est une gaine isolante qui s'enroule autour de vos connexions neuronales. Plus la couche de myéline est épaisse, plus le signal électrique voyage vite et sans perte. Un signal nerveux chez un débutant voyage à environ 3 km par heure. Chez un expert qui a pratiqué délibérément le signal peut atteindre les 300 km par heure. Ce que nous appelons le talon est souvent en réalité une architecture neuronale hyper myélinisée par des milliers d'heures de pratique délibérée. Le cerveau n'est pas fixe. C'est un muscle plastique qui se reconfigure physiquement en fonction de l'intensité de la demande que vous lui imposez. La pratique délibérée est épuisante. On ne peut la soutenir que quelques heures par jour. Si vous finissez votre session de travail frais et dispo, c'est que vous n'avez pas poussé assez fort. Si vous vous sentez frustré, mentalement vidé, avec l'impression d'être nul, félicitations, vous êtes dans la zone d'adaptation. Vous êtes en train de devenir meilleur. L'excellence n'est pas un acte, c'est une habitude de résistance au confort. Maintenant que nous savons comment conquérir une compétence technique pure, nous devons aborder la compétence qui lie toutes les autres, la capacité à penser de manière critique et à éviter les pièges de votre propre cerveau. Votre cerveau est une merveille de l'évolution, mais il a un défaut de fabrication majeur, il est radin. Il consomme déjà 20% de votre énergie corporelle alors qu'il ne pèse que 2% de votre poids. Pour éviter la surchauffe, il a développé des raccourcis, des algorithmes de compression de la réalité. Ces raccourcis s'appellent des biais cognitifs. Ils sont invisibles, ils sont automatiques et ils sabotent votre apprentissage et votre jugement en permanence. Vous pensez être rationnel, vous ne l'êtes pas. Vous êtes une machine à rationaliser après coup de décisions prises par votre instinct de survie. Nous sommes ce que nous pensons être. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde, des Bouddhas. Le plus dangereux de tous est le biais de confirmation. C'est la tendance irrépressible de votre cerveau à chercher, interpréter et mémoriser uniquement les informations qui confirment ce que vous croyez déjà. Si vous êtes convaincu qu'une méthode d'apprentissage est la meilleure, vous ignorez inconsciemment toutes les études qui prouvent le contraire. Vous ne verrez que le succès et jamais les échecs. C'est confortable, ça flatte l'ego, mais c'est mortel pour l'intelligence. L'athlète cognitif fait l'inverse. Il cherche activement la falsification. Il cherche la preuve qu'il a tort. Darwin avait une habitude célèbre. Dès qu'il tombait sur un fait qui contredisait sa théorie de l'évolution, il le notait immédiatement. Et il savait que son cerveau allait tout faire pour l'oublier dans les 30 minutes.
Si vous ne notez pas ce qui vous dérange, vous l'apprendrez jamais. Le deuxième piège est l'effet Dunning-Kruger. C'est le phénomène où les incompétents surestiment massivement leurs compétences, tandis que les experts doutent d'eux-mêmes. Quand vous commencez à apprendre un sujet, la crypto, l'IA, la guitare, vous progressez vite. Vous atteignez le sommet de la montagne de la stupidité. Vous pensez tout savoir. C'est là que le danger est maximal. C'est là que l'on prend des décisions catastrophiques. La vraie connaissance commence après la vallée de l'humilité, quand vous réalisez l'immensité de ce que vous ignorez. Sacha Guitry disait dans son livre « Toutes les réflexions faites », et je cite, « Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois. » Fin de citation. L'expert n'est pas celui qui a des certitudes, c'est celui qui a des doutes de plus en plus précis. Accepter de vous sentir incompétent, c'est le signe le plus fiable que vous êtes en train de grimper la vraie montagne, celle de la maîtrise. Enfin, le biais des coûts irrécupérables. C'est la tendance à continuer une action, un projet, une étude, un livre, uniquement parce qu'on y a déjà investi du temps, de l'argent ou de l'effort. Vous vous dites, j'ai déjà lu 200 pages de ce livre ennuyeux et je dois le finir. J'ai passé 3 mois sur ce langage de code obsolète et je ne peux pas changer maintenant. C'est une erreur logique. Le temps passé est perdu à jamais. Ce qui compte, c'est le temps futur. Si une méthode ne fonctionne pas, si un livre ne vous apprend rien, l'arrêter maintenant est la décision la plus rationnelle. Continuer, c'est jeter du bon temps après du mauvais temps. Le courage intellectuel, c'est aussi savoir pivoter quand les données changent. Comment se protéger de ces bugs? Par la métacognition. C'est la capacité à observer ses propres processus mentaux comme un tiers impartial. Avant de prendre une décision d'apprentissage ou de valider une information, posez-vous ces 3 questions de débogage. Première question, pourquoi est-ce que je crois ça? Quelles sont mes preuves? Deuxième question, si j'avais tort, à quoi ressemblerait la réalité? Et enfin, troisième question, suis-je en train de protéger mon ego ou de chercher la vérité? C'est un exercice d'hygiène mentale. Un esprit non examiné est un esprit piloté par des instincts de l'âge de pierre dans un monde de l'âge de l'information. Prenez le contrôle du pilote. On entend souvent « et je n'ai pas la passion pour ça », comme si la passion était une foudre divine qui tombe du ciel sur quelques élus. C'est faux. La passion n'est pas une cause, c'est une conséquence. La science de la motivation nous apprend que l'intérêt pour un sujet ne précède pas l'effort, il le suit. Vous ne vous passionnez pas pour le piano avant d'en jouer, vous commencez par la discipline, vous progressez un peu, vous ressentez la satisfaction de la compétence. Et c'est cette satisfaction qui allume la mèche de la passion. La curiosité est un feu que l'on doit construire bûche par bûche, et non une étincelle magique qu'on attend passivement. Si vous attendez d'être motivé pour apprendre le droit fiscal ou la programmation Python, vous attendrez toute votre vie. Commencez, et la motivation vous rattrapera en cours de route. Vous pourrez me demander comment acte-t-on son propre cerveau pour qu'il ait envie d'apprendre des choses difficiles. En utilisant la théorie du gap d'information de George Lowenstein. Le cerveau humain déteste l'incomplétude. Il a horreur du vide, des trous dans sa connaissance. C'est pour ça que les titres clickbait fonctionnent. Déjà, vous ne croirez jamais ce qui est arrivé. Votre cerveau doit savoir la fin de la phrase. Pour devenir un apprenant insatiable, vous devez transformer vos sujets d'études en énigmes, en questions ouvertes. Au lieu de vous dire « je dois apprendre le chapitre 4 sur la Révolution française », dites-vous pourquoi une monarchie millénaire s'est-elle effondrée en 3 ans alors qu'elle semblait invincible? Quel a été le grain de sable? Soudain, ce n'est plus une corvée de mémorisation, c'est une enquête policière. Votre cerveau passe du mode stockage passif au mode chasseur de réponses. Il existe 2 types de penseurs selon le philosophe Isaiah Berlin, le hérisson et le renard. Le hérisson sait une grande chose, il est hyper spécialiste.
Il creuse un trou profond. Le renard sait beaucoup de petites choses. Il connecte des domaines variés. Dans un monde complexe et changeant, le renard a l'avantage. Les prix Nobel scientifiques sont 22 fois plus susceptibles d'avoir une pratique artistique sérieuse, telle que la musique, la peinture, l'écriture, que leurs collègues seulement scientifiques. Pourquoi ? Parce que la créativité n'est rien d'autre que la capacité à connecter des idées qui n'ont rien à voir entre elles. Si vous n'apprenez que votre métier, vous serez un bon technicien. Si vous apprenez la biologie, l'architecture et votre métier, vous deviendrez un innovateur. La curiosité transversale est l'ingrédient secret de l'excellence. N'ayez pas peur de vous disperser intelligemment. Tout est connecté. La curiosité superficielle s'arrête à la première réponse. La curiosité profonde utilise la technique des 5 pourquoi. C'est la méthode utilisée par Toyota pour résoudre ses problèmes de production et par les plus grands penseurs pour comprendre le monde. Face à un fait, demandez-vous pourquoi. Puis à la réponse, demandez encore pourquoi. 5 fois de suite. Par exemple, la machine s'est arrêtée. Pourquoi ? Fusil grillé. Pourquoi le fusil a grillé ? Une surcharge électrique. Pourquoi la surcharge ? Un roulement mal graissé. Pourquoi mal graissé ? Une pompe à huile défectueuse. Pourquoi la pompe est défectueuse ? Pas de filtre à l'entrée. Usure prématurée. En 5 questions, vous êtes passé d'un problème électrique banal à une faille de conception mécanique fondamentale. Appliquez ça à tout ce que vous apprenez. Ne vous arrêtez jamais à la première couche. La vérité se cache toujours au 5e sous-sol. Le plus grand ennemi de la curiosité est l'ego, la peur de poser une question bête. Les maîtres zen appellent l'état d'esprit idéal le Shoshin, l'esprit du débutant. Dans l'esprit du débutant, il y a beaucoup de possibilités. Dans l'esprit de l'expert, il y en a peu. L'athlète cognitif cultive volontairement cette ignorance. Il n'a pas honte de ne pas tout savoir. Il est excité par ce qu'il ne sait pas. Il ne cherche pas à avoir raison, il cherche à comprendre. Et c'est cette humilité radicale qui lui permet d'absorber le monde à une vitesse qui effraie ceux qui pensent déjà tout savoir. Est resté affamé, est resté stupide et surtout est resté curieux. Une phrase célèbre de James Oron est devenue un cliché. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. C'est un cliché parce que c'est vrai, mais la science va beaucoup plus loin que ça. C'est la découverte des neurones miroirs par Erisolati dans les années 90 qui explique tout. Votre cerveau est câblé pour imiter. Il copie inconsciemment les attitudes, le vocabulaire, l'ambition et même les schémas de pensée de ceux qui vous entourent. C'est une question de survie sociale. Si vous êtes le plus intelligent de la pièce, vous êtes dans la mauvaise pièce. Pourquoi ? Parce que votre cerveau va naturellement niveler son activité vers le bas pour s'adapter au groupe. Vous allez devenir intellectuellement paresseux sans même vous en rendre compte. C'est la loi de l'entropie sociale. L'histoire nous montre que le génie solitaire est un mythe romantique. La Renaissance italienne n'est pas née de Léonard de Vinci tout seul dans sa cave. Elle est née de la concentration géographique d'artistes, de banquiers, de philosophes et de scientifiques à Florence fiancés par les Médicis. C'est l'effet Médicis, l'innovation explose à l'intersection de disciplines différentes. Si vous voulez devenir un athlète cognitif, vous devez auditer votre entourage comme un investisseur audite une entreprise. Qui autour de vous tire vers le haut? Qui vous challenge intellectuellement? Qui vous pose des questions inconfortables? Si vos conversations tournent en rond sur les mêmes sujets triviaux, météo, plaintes, rumeurs, votre cerveau s'atrophie. Changez de table. Mais il ne suffit pas de fréquenter des gens plus intelligents. Il faut savoir comment interagir avec eux. La plupart des gens cherchent à impressionner. L'athlète cognitif cherche à apprendre. C'est le concept du mentorat inversé. Au lieu de chercher un vieux sage pour vous donner des leçons de vie, cherchez quelqu'un de plus jeune, de plus connecté à une technologie émergente que vous ne comprenez pas, TikTok, IA, etc.
Demandez-lui de vous expliquer son monde. Écoutez sans juger. Le général Stanley McChrystal, commandant des forces américaines en Afghanistan, avait un mentor inversé de 25 ans pour lui expliquer les réseaux sociaux. Il savait que son grade de général ne lui donnait pas la science infuse sur le monde moderne. L'humilité est l'outil le plus puissant pour extraire l'intelligence brute de n'importe qui. L'étape ultime est de créer votre propre écosystème. Ne gardez pas votre apprentissage pour vous. Rejoignez ou créez un mastermind, un groupe d'études, un club de lecture, et ça tombe bien, rejoignez la communauté Lave-Geste. On y parle d'à peu près tout. Pourquoi? Pour l'effet protégé. On apprend mieux quand on sait quand on va devoir l'enseigner aux autres. Quand vous expliquez un concept complexe à un groupe, vous êtes obligé de le structurer, de le simplifier, de le défendre face aux questions. C'est l'épreuve du feu pour votre compréhension. De plus, la pression sociale positive est un levier de motivation surpuissant. Il est facile de se décevoir soi-même. Il est beaucoup plus difficile de décevoir un groupe que l'on respecte. Nous avons beaucoup parlé de travail solitaire, de deep work, de concentration. C'est essentiel pour la production. Mais pour l'inspiration, pour la friction des idées, pour la remise en question, vous avez besoin des autres. Alternez les différentes phases. Phase 1, l'exploration sociale, les discussions, les débats, les conférences et j'en passe. Phase 2, l'isolation productive, digestion, écriture et création. L'un nourrit l'autre. Un cerveau isolé finit par tourner en boucle sur ses propres billets. Un cerveau connecté est constamment mis à jour par le réseau. Choisissez votre réseau avec soin. C'est votre système d'exploitation externe. Il existe une illusion tenace dans notre culture du travail. L'idée que nous sommes des machines, que si nous travaillons 8 heures d'affilée, nous produirons 2 fois plus que si nous travaillons 4 heures. C'est biologiquement faux. L'être humain fonctionne par cycle. Votre cœur bat par cycle. Vous respirez par cycle. Vous dormez par cycle. Pourquoi votre cerveau échapperait-il à cette règle universelle? La science de la chronobiologie nous apprend que notre vigilance suit des rythmes ultradiens. Environ toutes les 90 à 120 minutes, votre cerveau a besoin d'une phase de récupération. Si vous ignorez ces signaux, bâillements, perte de focus, envie de sucre, et que vous forcez avec du café ou de la volonté, vous entrez dans la zone de productivité toxique. Vous brasez de l'air, votre taux d'erreur explose, vous ne travaillez plus, vous faites semblant. Le deuxième piège est la loi de Parkinson. Je cite, « Le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. » Fin de citation. Si vous vous donnez une journée entière pour écrire un rapport qui prend 2 heures, vous mettrez une journée entière et ce sera probablement médiocre car lié dans la procrastination et les distractions. L'athlète cognitive utilise la contrainte temporelle comme un levier de performance. C'est la technique du time boxing. Au lieu de dire « je vais travailler sur ce projet aujourd'hui », dites plutôt « je vais travailler sur ce projet de 9h à 10h30 ». Point barre. Cette deadline artificielle crée une urgence saine. Elle force votre cerveau à prioriser l'essentiel et à ignorer le superflu. La contrainte libère la créativité. On ne peut pas parler de performance cognitive sans parler de carburant. Votre cerveau est un organe vorace. Il consomme du glucose, certes, mais il a besoin de micronutriments spécifiques pour fabriquer ses neurotransmetteurs. La dopamine pour la motivation se fabrique à partir des tyrosines, les protéines, la sérotonine pour l'humeur à partir des tryptophanes, l'acétylcholine pour la mémoire à partir des choline telles que les œufs. Si votre alimentation est constituée de sucres rapides et de produits transformés, vous créez des pics d'insuline violents suivis de crashs hypoglycémiques. Votre concentration fait les yo-yo toute la journée. Le brain food n'est pas qu'un concept marketing, c'est de la biochimie. Des oméga 3 comme le poisson gras, des noix pour la fluidité des membranes neuronales, des antioxydants tels que les baies, le thé vert que j'apprécie personnellement pour protéger les cellules du stress oxydatif, de l'eau
beaucoup d'eau pour l'électricité. Un cerveau déshydraté de seulement 2% perd 10% de ses capacités cognitives. Buvez avant d'avoir soif. Et comme en biologie, l'eau, c'est la vie. Enfin, le secret le mieux gardé des grands performeurs, le non-doing. Dans notre monde hyper connecté, nous avons perdu la capacité de nous ennuyer. Dès que nous avons 2 minutes d'attente, nous sortons notre téléphone. C'est une catastrophe pour la créativité. C'est dans les moments de vide, sous la douche, en marchant, en regardant le plafond ou même aux toilettes que les réseaux du mode par défaut de votre cerveau s'activent. C'est ces réseaux qui connectent des idées lointaines, qui résolvent des problèmes complexes en arrière-plan, qui vous donnent des épiphanies. Si vous remplissez chaque seconde de ce vide avec du contenu, short, réseaux sociaux, vous étouffez ces processus. Vous consommez tellement que vous ne pouvez plus créer. Laissez votre esprit vagabonder. C'est là qu'il travaille le mieux pour vous. L'objectif n'est pas d'être un sprinter qui s'effondre après 100 mètres. L'objectif est d'être un marathonien qui court toute sa vie. Écoutez votre corps, respectez vos cycles, nourrissez votre machine et surtout, apprenez à déconnecter sans culpabilité. Le repos n'est pas une récompense pour avoir travaillé. C'est une condition nécessaire pour pouvoir retravailler demain. Maintenant que vous avez l'énergie pour durer, nous allons aborder l'étape suivante. Comment transformer tous ces savoirs en actions concrètes et changer votre réalité. Il y a un moment précis où l'apprentissage devient une forme de procrastination. Vous lisez un 10e livre sur l'investissement immobilier sans avoir visité un seul appartement. Vous regardez un 50e tutoriel de codage sans avoir écrit une seule ligne de code. C'est la paralysie de l'analyse. Votre cerveau adore la phase de préparation. Elle est sécurisante. Elle donne l'illusion de progresser sans risquer l'échec. Mais en réalité, vous faites du surplace. Voltaire disait « Le mieux est l'ennemi du bien ». Le général Patton disait « Un bon plan exécuté violemment aujourd'hui vaut mieux qu'un plan parfait exécuté la semaine prochaine ». L'action imparfaite bat toujours l'inaction parfaite. Toujours. Pourquoi est-ce si dur de commencer? C'est à cause de la friction de démarrage. En physique, il faut plus d'énergie pour mettre un objet en mouvement que pour le maintenir en mouvement. C'est la même chose pour votre cerveau. Le moment le plus douloureux d'une tâche n'est pas l'exécution de la tâche. C'est la minute juste avant de s'y mettre. C'est là que la résistance interne est maximale. Votre cerveau anticipe la difficulté, l'effort, l'ennui. Il invente 1000 excuses pour retarder l'échéance. Pour vaincre cette friction, il ne faut pas compter sur la motivation, qui est fluctuante. Il faut utiliser la règle des 2 minutes de David Allen. La règle des 2 minutes est d'une simplicité fascinante. Si une action prend moins de 10 minutes, faites-la tout de suite. Pour les gros projets, écrire un livre, apprendre une langue, on l'adapte. Réduisez la première étape de votre projet jusqu'à ce qu'elle prenne moins de 2 minutes. Au lieu de dire « je vais courir 10 km », dites « je vais mettre mes chaussures de sport ». Au lieu de lire « je vais écrire un chapitre », dites « je vais écrire une phrase ». Une fois que vous avez mis vos chaussures, une fois que vous avez écrit une phrase, la friction de démarrage est vaincue. L'inertie joue maintenant en votre faveur. Il est plus difficile de s'arrêter que de continuer. C'est la magie des micro-habitudes de B.J. Fox, Stanford. Commencez si petit que vous ne pouvez pas dire non. Enfin, ne comptez pas sur votre mémoire pour vous rappeler d'agir. Comptez sur votre environnement. James Clear dans Atomic Habits appelle ça l'intention de mise en œuvre. Formulez un plan précis. Quand la situation X arrive, je ferai l'action Y. Par exemple, quand je me verse mon café le matin, j'ouvre mon application de vocabulaire. Ou encore, quand je m'assois à mon bureau, je mets mon téléphone en mode avion. En liant une nouvelle habitude à une habitude existante, l'ancrage, vous automatisez le démarrage. Vous ne décidez plus, vous exécutez un script comportemental préprogrammé. Vous supprimez la charge mentale de la décision. Et moins vous avez à décider,
plus vous avez d'énergie pour agir. Il y a une histoire célèbre sur un cours de poterie. Le professeur divise la classe en deux groupes. Le groupe A, noté sur la quantité, 50 kg de peau, noté 20 sur 20. Groupe B, noté sur la qualité, un seul pot parfait, noté 20 sur 20. À la fin du semestre, quel pot était le plus beau selon vous? Bien évidemment, c'était ceux du groupe A. Pourquoi? Parce qu'en faisant 50 pots, ils ont commis 500 erreurs, appris de chaque erreur, affiné leurs gestes, expérimenté. Le groupe B a passé 3 mois à théoriser les pots parfaits et a fini avec un bloc d'argile médiocre. La maîtrise est une fonction du volume. Faites beaucoup, faites mal, faites mieux, mais faites-le quand même. Nous pensons souvent que le contraire de fragile est robuste. Un collier fragile casse si on le secoue. Un collier robuste résiste. Mais il existe une troisième catégorie, théorisée par Nassim Taleb, l'antifragile. L'antifragile est ce qui s'améliore quand on le secoue, comme vos muscles qui se renforcent après avoir été déchirés par l'effort, comme votre système immunitaire qui apprend grâce aux virus, aux bactéries et même aux parasites. Votre intelligence doit devenir antifragile. La plupart des étudiants sont fragiles. Ils ont peur de l'erreur. Une mauvaise note les détruit. Un échec les paralyse. Ils évitent la difficulté pour protéger leur ego. Ils veulent avoir l'air intelligent, pas le devenir. C'est l'état d'esprit fixe. Fixed mindset. Je suis doué ou je suis nul. C'est statique, c'est mort. L'alternative est l'état d'esprit de croissance, découvert par Carol Dweck à Stanford. Dans cet état d'esprit, l'erreur n'est pas un jugement sur votre personne. C'est une information. Je n'ai pas échoué et j'ai trouvé une méthode qui ne marche pas. La différence est subtile mais gigantesque. L'erreur fixe dit « je ne sais pas faire ça ». L'erreur en croissance dit « je ne sais pas encore faire ça ». Ce petit mot « encore » change la chimie de votre cerveau. Il ouvre la porte à la neuroplasticité. Il transforme la frustration en carburant. Dans un monde qui change à toute vitesse, l'IA, les nouvelles technologies, ce n'est pas le plus fort qui survit, ni le plus intelligent, c'est le plus rapide à s'adapter. Les pilotes de chasse utilisent la boucle OODA, O pour observer et regarder la réalité en face sans filtre. Le deuxième O pour orienter, mettre à jour ses modèles mentaux, admettre qu'on a tort. D pour décider, choisir une nouvelle hypothèse. Et A pour agir, tester immédiatement. L'apprenant agile parcourt cette boucle 10 fois par jour. Il teste un code, ça plante le feedback, il observe l'erreur, il comprend pourquoi, il corrige, il relance. Plus vous réduisez le temps entre votre erreur et votre correction, plus votre courbe d'apprentissage est verticale. Si vous mettez 3 semaines à vous remettre d'un échec, vous êtes lent. Si vous mettez 3 minutes, vous êtes invincible. Enfin, l'antifragilité demande une philosophie de vie, le stoïcisme. Vous ne contrôlez pas ce qui vous arrive. Un examen raté, un projet refusé, une technologie qui rend votre compétence obsolète. Mais vous contrôlez à 100% votre réaction. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, disait « L'obstacle est le chemin. Ce qui bloque votre route devient la route. L'échec n'est pas un détour, c'est le chemin principal vers la maîtrise. Chaque bug que vous résolvez vous rend meilleur programmeur. Chaque refus vous rend meilleur vendeur. Chaque critique vous rend meilleur écrivain. Embrassez la difficulté, cherchez-la, c'est là que se trouve la croissance. Une fois que vous n'avez plus peur de vous tromper, vous devenez dangereux. Vous osez poser des questions bêtes. Vous osez tenter des projets ambitieux. Vous osez sortir de votre zone de confort. Parce que vous savez que quoi qu'il arrive, succès ou échec, vous vous en sortirez gagnant. Soit vous gagnez, soit vous apprenez. Vous ne perdez jamais. C'est ça le secret ultime de l'athlète cognitif. Il ne joue pas pour ne pas perdre, il joue pour apprendre. Nous y sommes. Nous avons traversé 15 étapes pour déconstruire, nettoyer et reconfigurer votre cerveau.
nous avons vu que la concentration est la nouvelle monnaie rare, que le sommeil n'est pas une pause, mais le moment où l'apprentissage se grave, que la mémoire n'est pas un don, mais une architecture que l'on bâtit, que l'action imparfaite bat toujours la perfection théorique et que l'échec est le seul chemin vers la maîtrise. Vous avez maintenant les outils, vous connaissez les biais qui vous sabotent, vous savez comment hacker votre dopamine et construire votre second cerveau. Mais savoir ne suffit pas. Savoir sans faire, c'est pire que l'ignorance. C'est du gaspillage. Le monde moderne est conçu pour vous rendre médiocre. Tout est fait pour capter votre attention, vous vendre du confort immédiat et vous garder dans une passivité douce. Si vous ne faites rien, si vous suivez le courant, vous finirez distrait, anxieux et rempli de regrets. Devenir un athlète cognitif est un acte de rébellion. C'est choisir la difficulté volontaire. C'est choisir de lire un livre complexe au lieu de scroller. C'est choisir de dormir 8 heures au lieu de regarder une série. C'est choisir d'apprendre une compétence dure au lieu de se plaindre. Ce chemin est exigeant. Il est solitaire au début, mais c'est le seul chemin qui mène vers une vie riche de sens, de compétences et de liberté réelle. La vraie liberté, c'est la capacité à diriger votre propre esprit. N'attendez pas d'être prêt, vous ne le serez jamais. N'attendez pas le bon moment. Le bon moment, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Choisissez une seule habitude parmi les 15 que nous avons vues. Juste une seule. Le téléphone en noir et blanc, la règle des 10 minutes ou le sommeil sacré. Implémentez-la dès ce soir. Pas demain, ce soir. Prouvez-vous à vous-même que vous n'êtes plus un spectateur passif de votre propre vie, mais son architecte. Et maintenant, votre dernière mission. L'intelligence ne vaut rien si elle ne circule pas. Pensez à une seule personne. Pas tout votre carnet d'adresses, juste une personne. Un ami ambitieux qui se perd dans les détails, une collègue brillante qui s'épuise ou un frère qui a du potentiel mais qui manque de méthode. Envoyez-lui cette vidéo. Dites-lui simplement « J'ai pensé à toi » et regarde ça, on en reparle après. Soyez l'étincelle qui allume son feu. Ensemble, construisons une génération de penseurs libres, profonds et résilients. D'ici là, prenez soin de vous.